Aujourd'hui, vidéo chill, vidéo bricolage, on va continuer la construction de l'abri à bois photovoltaïque. On va en profiter pour tester le lance-flamme dessus. En fait, on va faire du bois brûlé en surface. Ça va permettre d'éviter le transfert des insectes xylophages depuis le bois qui sera en train de sécher dans le bois de palette. On va en profiter également pour blablater un petit peu. On va parler des récentes augmentations du prix de l'essence. On va parler des alternatives et de comment éviter de se faire avoir par l'État. Et puis voilà, c'est tout un programme. Je m'appelle Alex et comme pour beaucoup de Français, mes fins de mois sont difficiles. Très difficiles. J'ai donc décidé d'élaborer des stratégies mêlant sobriété et autoproduction, me permettant de faire des économies tout en gagnant en qualité de vie. J'ai créé un potager vertical en permaculture, produisant beaucoup de légumes toute l'année, même pour une petite surface. Il couvre l'intégralité de nos besoins en fruits et en légumes, soit 1 400 € par personne, et nous permettant donc d'économiser à deux 2 800 € par an. Alors ça, c'est sur le papier. Faut pas oublier que faire un potager, ça entraîne également des frais, tels que l'eau, les graines. Pour le chauffage, j'utilise du bois que je récupère un peu partout, nous permettant d'économiser 670 € d'électricité par an par rapport à nos anciens chauffages électriques. De ce côté, nous avons le bois des palettes cassées que j'ai récupérées, et de l'autre côté, c'est le bois, jusqu'ici, des gens qui s'en débarrassent. Vivre en sobriété, donner une seconde vie aux déchets, je m'inspire du mode de vie de mes ancêtres et des anciennes civilisations qui nous ont précédés. Passionné par les nouvelles technologies et la low-tech, je les utilise pour gagner du temps et réaliser des tâches en quelques minutes que les anciens mettaient des heures à réaliser. Ah, vous avez entendu? Ça, c'est la serre qui s'arrose automatiquement via l'eau de pluie. J'admets que le bricolage n'est pas mon fort. Je filme tout ce que je fais pour vous le partager ici. Voici mon histoire. Abonne-toi. Petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur la construction de l'abri à bois photovoltaïque. Alors, dans ma vidéo où j'explique comment je me suis chauffé gratuitement cet hiver, que je vous affiche juste ici, j'avais expliqué que j'avais réussi à me chauffer gratuitement que jusqu'à la fin janvier, car je n'avais pas stocké assez de bois. J'avais stocké l'équivalent de 4 stères et demi, et en fait, en réalité, je pense qu'il me fallait plutôt 6 stères. Or, le problème, c'est que mon précédent abri à bois pouvait contenir que 4 stères et demi. J'ai donc décidé d'agrandir largement mon abri à bois. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant, quitte à l'agrandir, autant mettre une toiture faite en panneaux solaires et de connecter ces panneaux solaires directement à la maison pour pouvoir, en plus de pouvoir stocker mon bois, pouvoir également produire de l'électricité. J'ai donc tablé sur 4 panneaux solaires de 500 watts. J'ai décidé de ne pas mettre de batterie parce que je n'ai pas les moyens de mettre de batterie. Et du coup, l'objectif est de, en plus, pouvoir stocker mon bois de chauffage dans cet abri à bois, c'est de couvrir mon talon de consommation pendant la période où il y a de la lumière du soleil. Parce que c'est des panneaux solaires, ça fonctionne avec la lumière du soleil. Donc voilà, le talon de consommation, c'est cette barre-là. Donc c'est de pouvoir, en fait, couvrir tout ça, que je sois à la maison, que je sois au travail, que je sois où que je sois, que les panneaux solaires puissent pouvoir couvrir tout de cette consommation-là. Alors le talon de consommation, en fait, c'est tous les appareils qui sont en veille, c'est la VMC de la maison, c'est le frigo, les congélateurs, etc. Sachant que j'ai beaucoup de congélateurs pour pouvoir stocker la grosse quantité de légumes que je produis ici. Alors dans ma précédente vidéo à ce sujet, vous avez été nombreux dans les commentaires à râler du fait que je ne mette pas de batterie sur mon installation solaire. Alors ce n'est que partie remise, j'en mettrai très certainement plus tard, mais là dans l'immédiat, le plus important c'est que ça fonctionne. Et puis surtout, il faut savoir que dans une maison, il y a plein d'endroits qui peuvent servir de lieu de stockage d'énergie. Comme par exemple le ballon d'eau chaude. Chez moi, je l'ai programmé pour qu'il fonctionne pendant les heures creuses, mais je peux très bien le faire fonctionner pendant les heures où il y a le plus de production solaire. Et du coup, je peux faire chauffer l'eau du ballon d'eau chaude avec le surplus de production solaire. Et ça me permet ainsi d'avoir de l'eau chaude gratuitement grâce à l'énergie solaire. Et ce n'est pas tout, car j'ai également prévu un véhicule que je vais pouvoir charger à l'énergie solaire pendant les pics de production. Et du coup, grâce à ce véhicule, je vais pouvoir faire mes courses, amener les cochons d'Inde à l'école, et je vais pouvoir aller au travail avec. Et du coup, ça en totale autonomie, juste avec l'énergie produite des panneaux solaires. Et ainsi ne plus dépendre de l'essence et des augmentations de l'essence, etc. Alors j'aurais bien aimé que ce véhicule soit une voiture électrique, sauf que le problème c'est que je n'ai pas du tout les moyens d'acheter une voiture électrique. Surtout qu'en priorité, je préférerais plutôt acheter un van pour pouvoir transporter le fumier, etc. que acheter une voiture électrique. Du coup, ça va être un autre type de véhicule, qu'on va découvrir ça dans la vidéo tout à l'heure.
Mais voilà, grâce à ça, en fait, grâce à ces panneaux solaires, grâce à cette installation solaire, je vais pouvoir couvrir la consommation du talent de consommation. Je vais pouvoir également faire fonctionner le ballon d'eau chaude pendant les pics de production et également charger ce fameux véhicule. Et ainsi, normalement, ça va me permettre de faire énormément d'économies sur ma consommation quotidienne. Une fois qu'on aura terminé la première phase de l'abri à bois photovoltaïque, parce que bien sûr l'abri à bois, on va l'améliorer constamment au fur et à mesure du temps, comme ce que j'ai fait avec la volière qu'on avait construit l'année dernière, et bien là, on enchaînera directement sur un nouveau projet, et ce nouveau projet, ça va être une pergola végétalisée, végétalisée sur 3 côtés, donc 3 côtés de la pergola seront végétalisés, plus le toit. Le toit également sera végétalisé. Ce sera une pergola dédiée à la production de kiwis en grande quantité, et du coup, cette pergola sera une pergola 4 saisons, ça veut dire qu'on va pouvoir être abrité en dessous, et ça à tout moment de l'année, même quand les plantes n'ont plus leurs feuilles. Il y aura un système de récupération des eaux pluviales, qui viendra après alimenter un récupérateur d'eau de pluie, et ce récupérateur d'eau de pluie alimentera un système d'arrosage automatique qui viendra arroser automatiquement les kiwis, et ça toute l'année. Donc là, ça va être vraiment top. Et bien sûr, on va installer une moustiquaire intégrée qu'on va pouvoir déployer en fait quand il y aura la période des moustiques, et comme ça, on pourra profiter de cette pergola à n'importe quel moment de l'année. J'ai vraiment hâte de commencer ce nouveau projet. Salut à tous les nouveaux sur la chaîne. Je ne pensais pas que ma dernière vidéo aurait eu autant de succès. Donc de ce côté-là, nous ne sommes pas au potager, nous sommes au jardin de plaisance. C'est ici où on profite avec les amis, c'est également ici où se situe la serre. Et ici, ce n'est pas pour autant que c'est un jardin de plaisance qu'on n'y produit pas aussi une grande quantité de fruits et de légumes. Comme par exemple, ici, là, j'ai un mirabellier géant. De ce côté, j'ai un noyer géant. J'ai également une haie d'agrumes ici, qui malheureusement, j'ai eu des petits problèmes cet hiver. C'est-à-dire que là, j'avais un citronnier magnifique. Et malheureusement, il a pris un sacré coup, comme vous pouvez le voir. Vraiment un sacré coup. Alors qu'il était hyper grand, il était magnifique, je suis trop dégoûté. Il va falloir que je le retaille pour pouvoir lui redonner une forme. Il a quand même gelé jusqu'au point de greffe à certains endroits, mais il y a certaines branches qui ont été épargnées. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ici, le mandarinier Satsuma a lui aussi pris un petit coup. Voilà. Bah, encore lui, il était implanté depuis pas très longtemps, donc il va quand même bien repartir. Et les deux autres agrumes, eux, ça va nickel. Donc ici, nous avons un kumquat, voilà, qui fait des kumquats chaque année. Il est vraiment magnifique. Et ici, nous avons un yuzu qui, lui, est en fleurs. Il est en fleurs de partout et ça sent divinement bon. Il est magnifique. Hâte de manger les yuzu pour cette année. De ce côté, nous avons également le bassin. Voilà, le bassin qui se porte bien tranquillement. Donc là, j'ai bientôt les nénuphars qui vont pas tarder à sortir, les fleurs de nénuphars. Il y en a une ici qui va pas tarder à sortir. Et sinon, il est en fleurs en ce moment. Petit à petit, il commence à être en fleurs. Et si vous vous demandez à quoi sert cette caméra, c'est pour filmer tous les animaux qui viennent s'abreuver au bassin et qui viennent surtout la nuit. Surtout la nuit, il y a beaucoup d'activités. Donc là, nous sommes en train de construire ici un abri à bois photovoltaïque pour remplacer l'ancien abri à bois qui m'a quand même été utile tout l'hiver. Et de ce côté, nous avons la nano-pépinière qu'on avait fait cet hiver. Et la nano-pépinière, elle fonctionne parfaitement bien. Donc là, on peut voir, tout ça, ce sont des tout petits arbres fruitiers nains qu'on a obtenus via des noyaux et des pépins, qui ont été plantés ici dans un mélange de terre, de compost et de sable, avec du paillage en surface. Ici, nous avons plein de pommiers qu'il va falloir que je démarie et que je replante après plus tard. Là également, d'autres variétés de pommiers. Ici, je pense que c'est des rognons ou des peut-être abricotiers. Et voilà, ils sont vraiment magnifiques. Une fois que les arbres fruitiers ont suffisamment poussé, après, je les transvase d'ici à là. Là, c'est la zone de culture. C'est une auge, en fait, en quelque sorte. Donc ici, nous avons un noyer obtenu depuis une noix. Là, un second noyer. Et là, c'est un figuier. Et j'ai encore plein d'emplacements pour mettre tous ces arbres-là. Et je vais en rajouter encore d'autres. De ce côté, ici, nous avons le bar à hérissons avec une petite caméra pour pouvoir les observer la nuit. Ici, il va y avoir plus tard des toilettes sèches. Alors, je suis à court de palettes. Donc une fois que j'aurai fait de nouveau le stock de palettes, je construirai ici les toilettes sèches. Et ici, il y a un gazebo qui est, entre nous soit dit, une merde absolue. Bon, on me l'a offert, donc bon, et je vais pas trop critiquer. Le toit se déchire sans arrêt, il y a des points de rouille un peu partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le raser entièrement et on va construire à la place la pergola végétalisée, qui sera une pergola de 3 mètres sur 3 mètres. Et du coup, toute cette structure-là, on va bien sûr pas la jeter, on va la recycler, on va mettre de la peinture anti-rouille là où il y a les points de rouille.
et on va transformer ça en kiosque végétalisé au potager. Donc voilà, là vous avez les projets à très court terme, à savoir que ça va quand même assez vite parce que l'année dernière on avait fait intégralement la volière, on avait fait ici l'abri à bois qu'on est en train maintenant de modifier, on avait fait également aussi toutes les structures au potager parce que les anciennes structures que j'avais fait avaient été détruites par la tempête Kirk. Et on avait également fait la nano pépinière. Bon là je suis en train de tout retirer parce qu'on va utiliser le lance-flamme. Oh, ouais c'est coincé. Oh, ça va. Bon c'est le moment de vérité. Wow. Donc là vous voyez, je brûle le bois superficiellement. J'augmente la puissance. Tout en évitant de foutre le feu évidemment. Et du coup en fait ça va permettre d'avoir une couche de bois brûlé sur le dessus du bois. Et ça va augmenter sa durée de vie. Oula! On va éviter quand même de foutre le feu. Voilà les effets du lance-flamme sur l'abri à bois. Alors c'est pas facile à utiliser, je sais pas si mon appareil est si adapté que ça. C'est que moi j'ai utilisé un vrai lance-flamme alors que normalement je pense qu'il fallait plutôt une lampe de soudeur ou un truc comme ça. Bon après ça fait quand même un petit peu le taf. Bon heureusement j'ai pas provoqué d'incendie. J'avais prévu de faire ça après que le jardin soit bien humide. Comme ça normalement ça devrait limiter. Même si il y a quand même pas mal de paille. Il y a des hérissons qui avaient fait leur nid là-dessous. Et du coup il y a pas mal de saloperies. Mais sinon voilà, pour l'instant ça donne ça. Alors l'objectif vous voyez c'est de faire une couche de carbone sur le dessus du bois. Et c'est ça qui va permettre en fait de limiter les potentielles attaques de champignons, les potentielles attaques d'insectes xylophages. Et puis aussi ça limite même les incendies. En fait la couche de carbone aura plus de mal à brûler que du bois qui soit à vif, qui soit nu. Voilà vous voyez, j'ai pas réussi à bien faire les choses uniformément. Je repasserai sûrement un autre coup tout à l'heure. Je laisse le lance-flamme refroidir un petit peu. Et voilà. Maintenant que la quasi-totalité des principaux poteaux sont installés, on peut voir à peu près la dimension que va faire la future structure solaire qui servira également d'abri à bois. Normalement à la fin ça devrait ressembler à ça, d'après mes plans. Mais voilà, on peut voir déjà que c'est assez massif, que malgré l'aspect massif, ça reste en dessous des 1,80 m quand on voit par rapport à ma taille. Et après bien sûr il faudra compter qu'il va y avoir après par-dessus les chevrons ici, et après les rails pour pouvoir après fixer les panneaux solaires dessus. Et j'ai réussi à avoir un bon compromis entre une bonne place pour pouvoir stocker un maximum de bois et aussi un bon angle et une bonne hauteur pour les panneaux solaires. Comme vous pouvez le constater par rapport à mes plans de la précédente vidéo, j'ai décidé quand même de rajouter 4 poteaux supplémentaires. Tant pis si ça explose mon budget, mais vu que je ne suis pas très sûr de moi, je veux vraiment être sûr de sa solidité. Donc en tout, je suis passé de 6 poteaux à 10 poteaux, voilà. Et en fait, on peut voir que la structure solaire est indépendante en fait de l'abri à bois, mais les deux vont être fixés l'un à l'autre pour pouvoir garantir sa solidité. Là, il me reste encore un poteau à rajouter. Et après, en fait, je viendrai installer ici les chevrons, voilà. Et après, sur les chevrons, ça, ce sont les rails de fixation pour les panneaux solaires. On peut voir à peu près que ça donne cet angle-là. Donc c'est un angle qui est plutôt correct. Ça aurait été mieux d'avoir un angle un peu plus prononcé, mais malheureusement je n'ai pas le choix. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'ici il y a le grillage de mitoyenneté avec le voisin qui pourrait faire de l'ombre si j'avais descendu un peu plus bas. Là au moins je ne suis pas gêné par l'ombre du grillage. Je suis un peu déçu par le traitement du bokashi avec le bois brûlé. Je ne sais pas si j'avais le matériel adapté, si mon lance-flamme était adapté à utiliser cette méthode. Mais on peut voir que voilà, c'est pas uniformément bien brûlé partout. Il y a des zones où ça avait vraiment du mal à brûler. En fait, je pense que ce n'est pas vraiment une technique rentable. Autant c'est écologique parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques, autant le problème c'est que je pense qu'avec un pot de lasure, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher et avec un meilleur résultat. Mais bon, au moins c'est fait et puis on verra bien ce que ça donnera dans le temps.
Alors je sais que quand je vous ai annoncé cette installation solaire, vous avez été nombreux à râler du fait que je n'utilise pas de batterie. C'est sûr que cette installation solaire va produire 2000 watts, ce qui est énorme. Et encore, c'est 2000 watts de face, parce que j'utilise des panneaux solaires très particuliers qui sont aussi solaires à l'arrière. Donc c'est 2000 watts de face, plus encore des watts en plus vers l'arrière. Mais ce qui aurait été vachement bien, surtout avec l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, dans l'immédiateté du monde actuel, c'est que si j'avais mon budget limité, j'achèterais carrément une voiture électrique et je profiterais des pics de production de l'installation solaire, c'est-à-dire en plein midi, en plein après-midi, pour pouvoir recharger la voiture électrique et ainsi rouler au solaire. Vous imaginez, avec le prix de l'essence actuel, ça aurait été une masterclass, surtout qu'en plus ils annoncent peut-être des pénuries d'essence. Donc là, je vous dis pas, là ça aurait été une masterclass. Mais ça, si j'avais budget limité, croyez-moi que je l'aurais fait. Mais par contre, j'ai quand même prévu un véhicule qui va pouvoir se recharger via cette installation. Alors oui, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce véhicule qui coûte beaucoup moins cher qu'une voiture électrique et avec lequel je pourrais rouler 100% gratuitement, sans utiliser d'essence, sans utiliser l'électricité du réseau, et que je pourrais sans problème utiliser constamment toute l'année grâce à cette installation? Eh bien, je vais vous le présenter maintenant. Laissez-moi vous présenter mon nouveau fidèle destrier avec lequel je vais pouvoir rouler en totale autonomie et faire tout ce que je fais habituellement dans mon quotidien, et ça sans avoir acheté d'essence et sans avoir à dépendre de l'électricité du réseau. Le voici. C'est un vélo cargo. Ce vélo cargo électrique, c'est le Fido T2. La marque Fido m'a envoyé ce vélo pour que je le teste en vidéo. Je n'ai pas reçu d'argent pour vous en parler et je n'hésiterai pas à faire une critique constructive. C'est un vélo qui a la capacité de pouvoir porter de très lourdes charges. Il peut porter jusqu'à 200 kg de charge en tout, répartis entre le pilote, le panier à l'avant et le panier à l'arrière. Il peut également transporter 2 personnes, c'est-à-dire que tout est modulable sur ce vélo. On peut ici par exemple retirer le panier à l'arrière et mettre une personne à l'arrière, et on peut donc rouler à 2 dessus. Ce vélo est entièrement modulable, on peut le modifier de nombreux accessoires. Par exemple, on peut mettre ici des sacoches sur les côtés, on peut retirer cette partie et pourquoi pas mettre un arceau de protection pour pouvoir transporter ses enfants. Voilà, c'est une pièce qui sert d'arceau de protection, comme ça si jamais il y a le moindre choc, les enfants sont protégés et ils sont bien maintenus dessus. On peut transformer en panier pour pouvoir transporter énormément de choses à l'arrière, et aussi on peut également y intégrer 2 sièges enfants avec une ceinture de sécurité. Concernant le confort de conduite, j'ai été très impressionné par la puissance du moteur, c'est-à-dire que même à 2 sur le vélo, avec le moteur en mode turbo, on arrivait sans problème à gravir des pentes qui étaient pourtant très raides. Les suspensions aussi permettent d'avoir une conduite très agréable, c'est-à-dire qu'on peut sans problème en fait passer de la route plate à un terrain escarpé, et ça sans sentir trop de secousses. Les freins sont eux aussi très efficaces, c'est-à-dire que même à 2 sur le vélo, sur une pente descendante très raide, les freins arrivent à nous arrêter sans problème. Mais après, je vous avoue que je n'ai pas testé à grande vitesse, car je suis plutôt quelqu'un qui roule généralement assez lentement. Allez. Non. Allez hop. Je freine. Ce vélo cargo a des pneus de fat bike anti-crevaison. Ce sont des pneus tout-terrain capables de rouler sur quasiment tous les terrains. Il a une autonomie de 135 km à condition de rouler en mode éco. Il a plusieurs modes. Donc là il y a le mode turbo où là vous donnez juste un petit appui sur les pédales et là vous partez direct. Là vous avez le mode sport où vous faites un petit appui sur les pédales et vous avez une très grosse assistance au niveau du moteur. Vous avez le mode éco où vous êtes obligé un petit peu de pédaler pour avancer. Et là, vous avez le mode 0. Et le mode 0, là, vous n'avez aucune assistance au niveau du moteur. En fait, le vélo se transforme en vélo classique. Alors, je me suis renseigné au niveau de la marque Fido. C'est une marque qui est plutôt assez connue dans le milieu et surtout qui est réputée pour avoir un excellent service client. C'est-à-dire que si jamais il y a le moindre problème, ils n'hésitent pas à vous envoyer les pièces de rechange à domicile pour soit le réparer vous-même le vélo, soit le faire réparer par un professionnel. Ce vélo électrique a un rapport qualité-prix qui dépasse toute la concurrence. Il est fait en matériaux de qualité avec des poignées qui ne pivotent pas, avec un système anti-pivotement. Il a également un excellent système de freinage avec des freins à disque. Et en plus, il a de très bonnes suspensions, les mêmes suspensions que l'on peut retrouver sur des petites motos par exemple. Et comment ils font pour avoir un prix aussi bas? Tout simplement parce qu'ils se font une énorme marge sur les accessoires. Quand vous commandez le vélo, vous le recevez nu. Vous avez quand même ici le panier à l'avant avec le phare bien sûr. Vous avez aussi également la béquille qui est inclus avec. Mais par contre, là, la cagette à l'arrière, j'ai dû la commander à part. Et pareil pour les repose-pieds qui n'étaient pas inclus.
Et il y a également toute une gamme d'accessoires pour pouvoir le modifier entièrement selon ses besoins. D'ailleurs, au niveau des accessoires, certains accessoires sont vachement bien et d'autres accessoires sont vraiment pourris. Comme par exemple, comme accessoire vachement bien, j'avais pris également ceci, c'est pour pouvoir mettre le téléphone dessus. Ça permet de le serrer très fort pour éviter qu'il tombe, pour qu'il soit bien maintenu. Mais par contre, vous voyez, cette cagette là est complètement pourrie, tout simplement parce que quand on veut retirer la batterie, hop, que là on déverrouille, elle bloque. On peut pas retirer la batterie quand il y a cette cagette à l'arrière. Et ça, c'est vraiment pénible. Donc ça, je pense que je vais la virer. Voilà. C'est trop pénible. Il faut à chaque fois systématiquement démonter la cagette. Donc je vais plutôt partir sur l'arceau que je vous ai montré précédemment dans la vidéo, dans mon garage. Un autre défaut que j'ai trouvé sur ce vélo cargo électrique, c'est que autant il a un excellent phare à l'avant qui permet de bien éclairer la route et de pouvoir conduire de nuit. Et il a également un phare à l'arrière, un phare stop pour montrer aux autres usagers au moment où on s'arrête. Mais par contre, il n'a pas de clignotant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire que j'ai une trottinette électrique qui est pourtant, elle, équipée de clignotants. Et lui, c'est un vélo cargo électrique et il n'a pas de clignotant. Alors je sais, vous allez me dire, on peut toujours lever le bras pour montrer dans quelle direction on va. Mais franchement, je trouve qu'un clignotant, ce n'est pas non plus donné. Et c'est quand même un accessoire qui peut être vraiment très utile pour la sécurité. Habitant en ville, la très grande majorité de mes trajets en voiture s'effectuent dans les 20 km autour de mon domicile. Que ce soit pour me rendre au travail, que ce soit pour faire mes courses ou que ce soit pour mes sorties le week-end. Des trajets que je peux très facilement remplacer par des trajets en vélo cargo électrique à condition que la météo s'y prête. En rechargeant ce vélo cargo électrique avec les panneaux solaires, je deviens 100% autonome dans tous mes déplacements du quotidien et du coup, je n'aurai plus à subir les augmentations du prix de l'essence. Et si jamais ce vélo cargo Fido T2 vous intéresse, pour vous aussi ne plus avoir à subir ces abus au niveau du prix de l'essence, vous pouvez le retrouver en lien en description de la vidéo. Voilà, j'essaye de faire le minimum de placement produit possible, mais si je veux pouvoir financer de très gros projets sur la chaîne, je suis quand même obligé d'en faire un petit peu. Ça y est, la base de la structure est finalisée. Donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est deux volets comme ça, vous voyez, qui sont indépendants l'un de l'autre. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui va rester à faire, c'est de vérifier toutes les mesures, tous les angles, et après de visser pour tout fixer solidement. Vous voyez, on va mettre les vis au pied, on va mettre les vis ici, les vis là en dessous. On va tout visser solidement. On va d'abord vérifier quand même que tout soit bien en place, que toutes les mesures soient bonnes, que les angles soient bons, etc. Mais avant ça, on va d'ores et déjà commencer à installer les chevrons. Parce que les chevrons, par contre, contrairement à la structure de la braie à bois, eux, je vais leur faire un traitement. Je vais leur faire un traitement à la lasure. Parce que j'ai vraiment pas envie que, vu que ça va être du bois qui sera non traité, vous voyez, ça c'est du bois qui est classe 4, mais le bois des chevrons, c'est pas un bois qui est classe quoi que ce soit. Donc là, c'est du bois de charpente en fait, tout simplement. Alors du coup, là, je vais quand même le traiter, je vais quand même le lasurer pour augmenter sa durée de vie. Donc du coup, on va commencer à voir pour les chevrons, et comme ça, le temps que ça séchera entre les différentes couches de lasure, eh ben, je vais pouvoir après m'occuper de visser tout ce merdier. Ici, nous avons le chevron qu'on va découper, qui est démesurément long. Il fait 5 mètres. En fait, je l'avais prévu pour, à l'origine, construire la volière. Et au final, on n'avait pas eu besoin des chevrons. Donc là, j'avais prévu 4 chevrons pour la volière. J'en ai utilisé 2 pour améliorer le potager. Et il m'en reste maintenant 2 que je vais découper en 4 pour pouvoir les mettre sur la structure solaire. Voilà, j'ai coupé un bout et voilà à peu près ce que ça va donner. Alors, je l'ai coupé exprès trop long, hein, pour au cas où il va falloir que je m'y reprenne, parce que là ça va être le moment que je déteste le plus. Il va falloir faire des découpes savantes. Des découpes savantes pour que ça vienne s'emboîter ici, dans ce poteau là. Donc là ce sont des poteaux qui sont plus hauts que larges, parce qu'en fait ça va être des poteaux qui sont faits, en fait c'est de la charpente, c'est du bois de charpente, c'est être fait pour pouvoir supporter du poids sur le dessus. Avant de commencer à faire les tracés sur le chevron pour pouvoir faire les découpes savantes, pour qu'ils puissent bien s'emboîter, je me dis que ça serait quand même bien que ça soit bien stabilisé ici, pour éviter que ça bouge comme ceci pendant les mesures, sinon ça risque de foirer toutes mes mesures. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à fixer en fait les poteaux à la braie à bois. Pour ce faire, je vais utiliser du fil de fer de récupération, et comme ça, je vais pouvoir faire en sorte que ça soit bien fixe et que ça ne bouge plus après. Donc hop, on va faire en sorte que ça soit bien fait. Ça y est, j'ai terminé d'installer les fils de fer. Là, c'est du solide, ça bouge plus.
Voilà, j'ai mis un fil de fer là, pareil partout. Et là, ça tient bien. Franchement, c'est du solide, mon cousin. C'est du solide. Là, franchement, nickel. De toute façon, hein, fil de fer, bout de ficelle, c'est un peu ma méthode. C'est breveté par la NASA. La NASA, ils ont bien envoyé des mecs sur la Lune avec des vaisseaux en papier d'aluminium. Alors, je vois pas pourquoi mes fils de fer ne pourraient pas rivaliser. Donc là, ça tient bien. Il manque plus qu'à visser un peu partout, reprendre les mesures, mesurer les équerres ici, machin, et visser là-dedans. Et on va commencer à faire ce que je redoute le plus, c'est ici, la découpe des chevrons. Donc le panneau solaire, il va aller de là à là, 113 de largeur à peu près, 113,5 environ. Donc là, il va être fixé sur cette barre ici, et cette barre sera elle-même fixée sur ces deux chevrons. Donc là, je teste un peu la résistance de la barre, pour voir, vous voyez, si ça penche un peu trop d'un côté. Là, on sent que c'est bien solide. À savoir que la barre va être doublée à certains endroits, parce que là, il va y avoir une seconde barre ici, etc. Donc ça sera plus solide dans le centre. Et voilà, il faut qu'on vérifie un petit peu la résistance, voir si c'est pas un peu trop branlant. Et c'est ça après qui va nous faire décider du positionnement des linteaux, enfin des chevrons. Une fois qu'on a bien pris toutes les mesures, que ça soit bien à 10 à chaque fois de part et d'autre, là on va pouvoir commencer à faire le tracé de la coupe savante. Ah, le contrôle bien l'équerre. Voilà. Là, faut vraiment pas se rater. Et voilà. Voilà, là nous avons déjà les deux premiers chevrons et c'est le moment où je redoute le plus parce que je suis très mal outillé et je n'ai pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce genre de découpe. Vous voyez, là ça va être cette partie-là qu'il va falloir retirer, il va falloir être très précis parce qu'il faut que ça s'emboîte parfaitement bien. Donc je pense que, enfin habituellement moi j'aurais fait la tronçonneuse, hein, je me serais pas pris la tête, j'aurais creusé dedans tel un sculpteur des temps modernes à la tronçonneuse. Mais bon, là j'aimerais bien que ça soit propre, donc je pense que je vais carrément le faire à la scie, à l'ancienne. Parce que je n'ai ni scie sauteuse, ni peut-être à la meuleuse, et encore à la meuleuse à bois, avec un disque bois, je sais pas. Mais ouais, là c'est vraiment le moment que je redoute le plus. Je pense que je vais le faire à la scie pour être vraiment très précis, et au pire l'intérieur je le creuserai un petit peu à la tronçonneuse, enfin je sais pas. Je vais voir comment je vais me débrouiller, mais là c'est le moment où il va falloir être le plus précis possible, parce que c'est ça qui va définir en fait la qualité de la découpe, qui va définir la solidité de la structure. Après je vais quand même mettre une vis, hein. Une vis qui va percer tout ça et qui va rentrer dans les deux parties. Mais c'est là où il va falloir vraiment que je gère la fougère, comme on dit. Bon, je vais commencer par faire la pré-découpe ici à la scie, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple et de plus précis. Bon, je le fais au sol parce que moi je suis sûr que ça soit bien stable et que ça ne bougera pas comme une table. Et puis voilà, hein, normalement là, c'est là où je pourrais être le plus précis possible dans ma découpe. Bon, cette partie-là est particulièrement pénible et chiante, donc je pense que ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fais ces chevrons. Je vais vous en installer deux, vous montrer comment je les installe, et les autres, je les installerai hors vidéo, parce que sinon, on y est encore demain. Maintenant que les découpes précises ont été réalisées ici à la scie, je vais creuser le bois à la tronçonneuse électrique. Ce qui est pratique avec la tronçonneuse électrique, c'est qu'elle est plutôt légère et plutôt maniable, c'est un vrai jouet. C'est pas avec une vraie tronçonneuse que je m'amuserai à faire ça. Donc hop, j'ai mis quand même des lunettes de protection pour bien suivre précisément ce que je fais et éviter de faire des erreurs. Puis on va voir ce que ça a donné. Donc voilà comment vont être positionnés ici les chevrons. Vous voyez, ça s'emboîte ici dans les parties en bois qui sont là, dans les deux parties. Ça s'emboîte ici et ça s'emboîte là. Vous voyez, bon, je suis pas super doué, hein. Niveau découpe, c'est pas hyper propre. Après, bon là, le bois, il y avait un nœud ici, donc ça a mal donné. Mais là, bon, c'est pas grave, ça fera quand même le taf. Et puis après, il va quand même y avoir des vis qui vont traverser ici le chevron et qui vont après se ficher ici dans la barre en bois. Et ça fera l'affaire. Et vous voyez, c'est quand même solidement ancré. Voilà, ça s'emboîte quand même bien. Et normalement, là, ça devrait être bien solide une fois qu'il y aura les vis placées. Ensuite, sur les chevrons, il va y avoir les barres transversales
et c'est sur ces barres transversales où seront fixés après les panneaux solaires. Maintenant, ce bois-là, c'est du bois de charpente, il n'a pas été traité ou alors il a subi un traitement vraiment très léger. Il n'est pas fait pour être soumis à l'extérieur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de le lasurer. Là, franchement, c'est du bois où il va reposer dessus les panneaux solaires. J'ai vraiment pas envie qu'il se casse ou quoi que ce soit avec le temps et qu'il dure vraiment longtemps. Donc là, on va bien le lasurer et on va bien le protéger. Parce qu'encore ce bois-là, il est traité, c'est du bois classe 4. Mais alors ce bois-là, je lui fais pas très confiance. Je préfère vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Maintenant que je suis sûr que les deux chevrons s'emboîtent parfaitement bien dans la structure, on va mettre de la lasure. Voilà, de la lasure haute protection, spéciale UV renforcée, etc. Parce que c'est quand même des parties très importantes de l'installation. Donc on va appliquer 2 couches. J'ai bien mélangé la lasure. Voilà. J'ai pris gris satiné, la couleur n'est pas importante. Après, le gris, ça peut renvoyer de la lumière. Et sachant que ce sont des panneaux solaires qui sont solaires des deux côtés. Et voilà. Et là, on va appliquer une première couche. On va laisser sécher 24 heures. Et après, on va en appliquer une seconde. Là, vous voyez, pour la lasure, je mets la dose, quitte à vitrifier le bois. Là, j'ai vraiment pas envie qu'il s'abîme avec le temps. Voilà, bien sûr, je fais attention aux coulures. Mais je veux vraiment qu'il soit bien protégé, qu'il soit vraiment au top de la protection. Surtout, il ne faut pas oublier qu'il va beaucoup boire pour la première couche. Donc là, il ne faut pas hésiter. La seconde couche, on pourra se permettre d'avoir la main un peu plus légère. Bon, voilà où j'en suis. Nous sommes vendredi soir. J'ai retiré la bâche qui était sur le compost pour éviter qu'elle se fasse tacher par la lasure. Donc voilà, j'ai fait 3 barres pour l'instant. J'ai mis la première couche. Je mettrai la seconde couche demain hors vidéo. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on mettra les panneaux solaires. Et je fixerai aussi les barres pour vous montrer les fixations et tout le merdier que j'ai prévu pour bien fixer ces barres à la structure. On voit les découpes parfaites, faites par un professionnel. Là, voilà. Franchement, c'est tout droit, c'est nickel. C'est hyper moche et tout. J'ai intérêt à m'améliorer quand je vais construire la pergola végétalisée. Mais bon, en fait, quand c'est de biais, franchement, j'ai du mal. Hein. Quand c'est de biais, j'ai trop de mal. Au moins, c'est fonctionnel. Au moins, ça fait le taf. Ça bloque bien, ça accroche bien. C'est le plus important, on va dire. C'est le plus important. Et une fois que j'aurai mis la seconde couche, là, ça va être vitrifié, ça va être vraiment ultra résistant, presque autant que des barres en acier. Bon, voilà où j'en suis. Donc là, j'attends que la première couche sur les chevrons sèche et après, j'irai les installer sur la structure. Donc on a quand même bien avancé, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous montrerai comment je fixe les chevrons après à cette barre, mais les autres chevrons seront déjà installés et dans la prochaine vidéo, il ne manquera plus qu'à installer les panneaux solaires, les câblages et tout le merdier et à connecter le tout à la maison. Mais je trouve que c'est quand même assez bien. Alors, maintenant que j'en suis à cette étape, après mieux réflexion, je serais plutôt parti sur des poteaux de diamètre 10 par 10 au lieu de 7 par 7. Mais bon, après ça a l'air quand même assez solide. Vous savez, j'ai pas très confiance en moi à chaque fois quand je construis des structures. Je préfère toujours miser sur la solidité et sur le côté incassable que sur l'économie de moyens. Mais ça m'a l'air quand même assez solide, c'est-à-dire que regardez, je peux me suspendre tel un singe et hop, faire mes tractions dessus, sans aucun problème, faire des acrobaties. Wouh! Donc franchement, c'est plutôt pas mal, ça m'a l'air quand même résistant. Et en plus, j'ai même pas encore vissé et tout le merdier et tout, et il n'y a même pas encore les chevrons. Donc là, je pense que quand même, on est bien parti. J'en peux plus, on est vendredi soir, j'ai encore d'autres images à tourner demain, des images de remplissage, mais j'en peux plus. J'ai vraiment hâte que la totalité soit installée, et après on va pouvoir commencer à remplir l'abri à bois avec un maximum de bûches. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Après un petit peu plus de 2 ans d'existence, la chaîne Personne Connaît va atteindre les 50 000 abonnés. Et aux 50 000 abonnés, je ferai une grande annonce qui va tout changer. Et je vous dis à la prochaine.